l'histoire, avec l'H majuscule, est plein de complots. Mais je voudrais faire une distinction fondamentale entre le complot, appelons-les les petits complots, et le grand complot universel, la paranoïa du grand complot universel. Les petits complots sont faits continuellement, non? Pour assassiner Jules César, on a fait un complot. Mais les complots qui réussissent, on les découvre le jour après. Catilina a fait un autre complot, Cicéron l'a dénoncé, on l'a découvert. Donc le complot existe, mais il vient à la surface. Ce qui reste secret, c'est le soi-disant complot universel, qui n'existe pas et qui est produit par une paranoïa, soit subjective que collective. Croire qu'un groupe secret domine l'histoire et fait aller l'histoire comme ils veulent. Mon roman commence avec le livre de l'abbé Baruel, qui a essayé d'expliquer toute la Révolution française, pas en termes de force économique, de révolte populaire ou de bourgeois, non, un complot. Le vieux Templier avec Voltaire qui se réunissaient le soir pour planifier la chute de la monarchie. Et le protocole des sages de Sion, tout l'antisémitisme 19e, se régit sur l'histoire d'un complot universel. L'idée du complot universel continue même à nos jours. Vous savez qu'on a même imaginé que les 2 tours n'ont pas été détruites par Al-Qaïda, mais par les Juifs, par la CIA, par Bush, qui n'était pas assez intelligent pour détruire 2 tours. On a essayé la paranoïa du complot dit que les Américains ne sont pas arrivés sur la Lune, elle a été toute une fiction. La paranoïa du complot. Gheddafi est en plein paranoïa du complot, est en train de dire que ce sont ses ennemis qui ont donné la drogue aux jeunes gens libyens sans avoir l'idée que non, c'était lui qui avait tiré un peu trop la corde. Donc la paranoïa du complot est terrible, c'est une maladie. On a écrit des études anthropologiques sur ce besoin presque instinctif de toute société de trouver un bouc émissaire. Mon personnage naît d'un personnage presque réel qui est son grand-père. Je vous ai mentionné l'abbé Baruel avec son explication de la Révolution française. Dès qu'il avait écrit ce livre, un certain capitaine Simonini, florentin, ou qui vivait à Florence, lui a écrit une lettre dans laquelle lui disait « Vous avez oublié les Juifs ». Et tous les arguments qui seront employés au cours du siècle sur les Juifs sont déjà là, dans cette lettre. La seule chose que nous savons de ce Simonini est qu'il a écrit cette lettre. Peut-être qu'il a même été inventé par quelqu'un qui a écrit la lettre, mais en tout cas, c'est un personnage enregistré dans l'histoire. Et alors, je voulais, pour parler de protocole, et donc Simonini c'était trop vieux pour arriver aux protocoles qui sont à la fin du 19e siècle, j'ai inventé son petit-fils. Son petit-fils qui est, je l'ai répété plusieurs fois, le seul personnage inventé de mon roman. Tous les autres ont réellement existé et ils ont fait et dit ce qu'ils disent et font dans le roman. Mais même Simonini, simplement, il fait et dit des choses qui ont été faites par des différents personnages et que pour des raisons romanesques, je ne pouvais mettre trop de gens en scène. Et donc, j'ai inventé cette espèce de condensé, même parce qu'il m'intéressait de mettre en lumière la lente croissance psychologique d'un faussaire. Alors, je devais avoir un personnage singulier, pas une société de personnages. C'est pour ça que Simonini fait des choses qui ont été faites par, je ne sais pas qui, il tue Paul Itonievo, il participe à l'affaire Dreyfus, il fait d'autres. Et après, il m'intéressait de créer un personnage odieux. N'oublions pas que je mettais en scène du matériel assez brûlante, comme toutes les opinions de l'antisémitisme, et je devais, dans un certain sens,
le contrôler, les régler par le regard au lecteur. Et donc, ma solution, c'était de le montrer comme le produit d'un personnage odieux. Après, il y a des histoires dans les aberrations de la lecture. Vous savez, hier, j'ai été intervisté par une revue de cuisine qui était enthousiaste de toutes les recettes de cuisine qu'il y avait dans mon livre. Et j'ai dit, mais je les ai mis pour dégoûter les lecteurs, pour montrer comme Simonini, étant incapable d'une vue sexuelle normale, va renverser dans le goût de son ventre toutes ces spécialités délicieuses. Une est délicieuse, mais tout ensemble devrait dégoûter les lecteurs. Mais voilà, si vous voulez, un Simonini dans l'univers numérique, vous n'avez qu'à faire comme ça, et vous en trouvez des dizaines, des hackers qui à travers le web, diffusent des fausses interprétations. Allez vous promener dans le web. Si vous avez une journée libre, vous trouvez tous les sites négationnistes, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Et après, vous trouvez un type qui fait exactement ce qu'il fait Simonini et qui est Assange, l'homme de Wikileaks. Qu'est-ce qu'il faisait Simonini? Et remarquez que mon livre a paru un mois avant qu'il éclatait l'affaire de Wikileaks. Qu'est-ce qu'il faisait Simonini? Il savait qu'il faut vendre aux services secrets seulement les choses qu'ils savent déjà. Sinon, ils n'y croient pas. Qu'est-ce qu'il fait Assange? Non, pas Assange. Assange nous a montré que tous les services secrets des ambassades envoyaient à Hillary Clinton exactement ce que Newsweek avait déjà publié 15 jours avant. En tout cas, nous lisons toutes les idées sur Berlusconi et sur l'Italie, on les avait déjà lues dans les journaux. Et c'est évident, parce que sinon, où les ambassades allaient pêcher les nouvelles. Donc, c'est une circulation continuelle du déjà connu. Alors, au début, pourquoi j'ai rendu ce personnage amnésique, mais pas seulement amnésique, mais fourni de double personnalité. Au début, c'était une trouvaille casuelle. Dans tous mes livres, à un certain point, je vais insérer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui m'oblige à un certain point à remanier l'histoire. C'est comme si je posais une sorte de constriction qui obligeait mes personnages à faire quelque chose, même s'ils ne voulaient pas. Par exemple, dans Baudolino, qui se passe dans l'Italie du Nord à la moitié du XIIe siècle, je voulais voir le siège de Constantinople, qui se passe 50 ans après. Mais pourquoi? Pourquoi je voulais aller à Constantinople? Hein? Ce qui m'a obligé à changer les tombes, à changer l'histoire. Dans l'île du jour de vent, je voulais que mon personnage était à Paris le jour où Richelieu mourait. Pourquoi? Aucune raison. J'avais envie de faire ça. Mais ça m'a obligé à changer toute l'histoire, parce que s'il était à Paris ce jour, il ne pouvait pas arriver dans la mer du Sud avant que Tasman avait Et dans Baudolino, dans le cimetière, je me suis dit, puisqu'il va à Paris, je veux qu'il va chez Charcot, à la Salpêtrière. Pourquoi? Ça me plaisait le faire. Et là, c'était le moment où, par hasard, c'était le moment aussi où Freud passait par là, jeune savant, et où on commençait à étudier la double personnalité. Et on étudiait le cas Félida, décrit par un certain docteur Azam, qui plus ou moins est devenu ma Diane, la double personnalité de Diane. Et alors, j'étais pris par l'idée de donner une double personnalité même au personnage principal, parce que dans un livre qui parle de falsification, l'idée de falsifier le personnage même, lui-même devient faux à lui-même, ça pas mal. Et après, elle me permettait une espèce de conte parallèle qui compliquait un peu, qui compliquait l'histoire. Après, j'avais besoin d'un abbé, parce que dans tout roman feuilleton, il y a un abbé.
Et personne ne sait pourquoi je l'appelais Abbé della Piccola. Et vous savez, parfois un auteur fait comme un peintre de la Renaissance qui, en peignant une foule, il met là, parmi la foule, le visage de son ami. Ce n'est pas important que le spectateur s'en aperçoive, c'est lui qui était content de faire ce petit truc. Et alors, puisque dans Monte Cristo, il y a Monte Cristo qui se déguise comme Abbé Busoni, et Busoni, c'était un musicien pré-dodécaphonique. Dalla Piccola, c'est un musicien post-dodécaphonique. Si les générations de l'âge numérique sont plus exposées au faux que les autres, et comment on pourrait les éduquer, la réponse est oui. Ils sont plus exposés à toute falsification que les autres, parce que une génération pré-numérique achète ou achetait un journal, et selon qu'il s'appelait Le Monde, Figaro, Libération, avait une idée de sa position politique. Et donc, bon, il pouvait savoir pourquoi une certaine nouvelle était donnée comme ça ou comme ça. Si achetait un journal, un livre, si c'était Presse universitaire ou Gallimard, voilà, il savait plus ou moins quel type de littérature. Et si c'était un éditeur inconnu, on pouvait avoir un peu de méfiance, mais parce que la présence d'un éditeur connu signifie la présence d'un comité de lecture auquel on peut faire confiance. Avec Internet, vous ne savez jamais qu'il y a derrière ce site-là. Même lorsqu'il y a .com, Edu, ce n'est pas université nécessairement, ils ont simplement payé pour pouvoir passer à travers le site d'une université. Donc, imaginez une jeune personne de 12 ans qui va chercher des nouvelles sur la Shoah. Il n'a pas de possibilité de comprendre si le site qu'il est en train d'explorer est site négationniste, antinégationniste. Des gens comme moi, je suis un homme de recherche en universitaire, j'ai des capacités de contrôler, au moins de faire le contrôle sur 4 ou 5 sites pour voir les différences. Et d'ailleurs, s'il s'agit des problèmes, des disciplines sur lesquelles j'ai une certaine compétence, parce que si je vais chercher des sites sur l'histoire du poker, peut-être je suis prêt à avaler toute invention sans... Donc, il faudrait éduquer les gens à filtrer. Et c'est une science qui n'existe pas encore et pour laquelle n'existent pas les enseignants. Sinon, un peu comme les peintres, les élèves de peintres allaient une fois à l'atelier et ils regardaient comment le maître faisait la main, hein, et peu à peu, ils apprenaient. Et même si le maître n'avait pas la théorie, il montrait la pratique. Je crois que si un jeune type reste avec moi un après-midi entier pour voir comment je contrôle des sites différents, pour voir plus ou moins si j'ai reçu des informations exactes, peut apprendre peu à peu qu'il y a des techniques de comparaison. Et peu à peu apprendre la technique de filtrage. Parce que toute personne qui travaille dans une maison d'édition vous dit, voilà, après 10 lignes, j'ai déjà compris si un livre est intéressant à continuer ou il est acheté à la poubelle. Parfois, ils se trompent, mais parfois, ils ont acquis une certaine technique qui permet de comprendre immédiatement s'ils ont affaire avec un fou ou avec un écrivain. Donc, les jeunes personnes qui commencent à travailler dans une maison d'édition apprennent peu à peu aussi ces techniques de lecture. Donc, l'école devrait devenir pas le lieu de la transmission des règles de filtrage qui n'existent pas, mais les lieux d'une pratique continuelle. Donc, une question qu'on m'a jamais posée. Il y a quelque chose qui a été dit à ce propos par mon ami Claudio Magris, avec lequel j'ai eu une conversation sur le Corriere della Sera. Il m'a dit,
et mon livre avait paru depuis un mois, tout le monde, toutes les recensions, tous les articles sont sur le contenu. C'est évident, antisémitisme, personne n'a pas fait attention aux structures narratives. Et donc, vraiment, c'est le côté qui a été peu touché par les questions, tous les jeux du flashback, du conte parallèle, toutes des choses qui m'ont coûté une fatigue énorme. Les trois niveaux de lecture, le type qui écrit le journal, et qui a deux types, le soi-disant narrateur qui est derrière ses épaules et qui décrit mais sans prendre de position morale, et le narrateur qui n'a pas de voix qui parle, mais qui est celui qui met en scène la méchanceté des personnages, et donc prononce ce jugement moral que selon des critiques naïfs n'existe pas. et plusieurs d'autres choses. Il y a de petits problèmes de construction qui m'ont fasciné et qui n'ont pas intéressé les gens. Des autres questions, personnes m'ont demandé de la représentation de la commune, qui m'a assez passionné. Parce que j'ai travaillé toujours sur des documents, même la description du visage des morts est faite sur des photos de l'époque, et j'ai essayé de donner une commune comme Fabrizio del Dongo, dans la Chartreuse de Parme, avait vu la bataille de Waterloo, sans comprendre ce qui se passait en voyant seulement les marches. Et je l'ai raconté un peu comme ça. On ne voit jamais les centres de la guerre, mais seulement des petites situations latérales. Mais je vais essayer d'y travailler assez. Donc il y a encore beaucoup de questions à poser sur ce livre. J'attends dans le prochain siècle.